Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Tous les vendredis de 20h à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Docteur André-Olivier Ndunda, bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir à vous, monsieur Jean-Jacques Foucault. C'est un grand plaisir de me retrouver sur le plateau de Royal FM. Vous êtes un jeune Camerounais né le 15 avril 1985 à Bikok. En 2021, vous avez obtenu votre doctorat en sciences politiques, option Relations internationales avec la mention très honorable sur le thème la reconstruction d'une paix durable à l'épreuve de la conflictualisation de l'État en Centrafrique 1960-2020. On va dire que c'est un parcours quand même brillant pour cet aspect-là. Mention très honorable. C'est plutôt rare. C'est vrai que ça a été difficile d'arriver à cette mention-là parce que il fallait beaucoup travailler, surtout lorsqu'on connaît notre contexte sociopolitique et culturel et même économique. Et surtout sachant que les docteurs et surtout les doctorants ne sont pas véritablement accompagnés d'un point de vue pratique dans les différentes recherches. Oui. Et vous avez un encadreur qui n'était pas très disponible? Non, ce n'était pas au niveau des encadreurs, vous voyez. Mon encadreur était bien et bien disponible, mais c'était au niveau de l'accompagnement. Parce que les docteurs, je parle surtout de mon cas, moi, je n'ai pas été accompagné financièrement parlant. Pour la recherche et tout. Oui, pour la recherche et tout. Et surtout, ce qui m'a même fort gêné, c'est qu'au Cameroun, on n'est pas prophète chez soi. Ça, c'est vraiment dérangeant. Parce que vous voyez, le contexte dans lequel la thèse a été finalisée, nous étions là en pleine pandémie de la COVID-19 en 2020. Et les frontières étaient bel et bien fermées. J'ai écrit à certains ministères ici au Cameroun, dont j'ai préféré taire le nom, question de pouvoir avoir accès à la documentation, mais tout était bloqué. Et curieusement, je me suis tourné vers l'étranger, et plus particulièrement vers la République centrafricaine. J'ai écrit au gouvernement centrafricain, qui m'a accordé une autorisation spéciale d'entrée en République centrafricaine, vu que... dans la période Covid. Oui, en pleine période Covid, vu que les frontières étaient fermées. Et cela m'est parvenu par un message porté. Et à cet effet, je remercie le personnel diplomatique de Centrafrique représenté à Yaoundé, et en même temps le gouvernement centrafricain et le président centrafricain, son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, pour avoir permis, malgré la conjoncture structurelle imposée par la COVID-19, que je finisse mes enquêtes de terrain et que je finalise cette thèse de doctorat et pour que je puisse la soutenir. En tout cas, félicitations. Il faut dire que vous êtes délégué du personnel et responsable administratif dans une entreprise camerounaise. Vous avez participé comme consultant à plusieurs forats sur la paix en Centrafrique. Vous êtes enseignant dans les instituts privés d'enseignement supérieur et centres de formation professionnelle. Vous avez été président de plusieurs jurys de soutenance publique de rapports de stage professionnels. Vous nourrissez également une passion pour les domaines de la paix et des domaines professionnels. Vous apportez votre modeste contribution. Tout de suite, je suis tenté de vous poser la question, pourquoi n'avoir pas publié dans votre domaine, sciences politiques? Pourquoi peut-être n'avoir pas converti, ou vous l'envisagez, convertir votre thèse de 2021 en livre? Vous savez, convertir une thèse en livre exige beaucoup de moyens parce qu'il faut d'abord capitaliser des moyens financiers et contacter aussi certainement des maisons d'édition, pouvoir citer des accords, des publications, question de pouvoir manager de sorte qu'à la fin, qu'il ne puisse pas avoir de problèmes et de difficultés entre vous et la maison d'édition. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de publication, de reconversion d'une thèse en livre, on voit déjà en
première ligne, l'argent. Parce que c'est l'argent qui crée des problèmes et qui divise les auteurs et les éditeurs. C'est vrai que c'est un projet qui est en vue et j'y songe sérieusement. À la croqueuse de la pierre philosophale, c'est votre premier livre, on imagine bien. C'est mon deuxième livre. Deuxième livre. Oui. Cette fois-ci, c'est une pièce de théâtre. Alors, c'est pas vraiment la science politique. On est vraiment sur le terrain littéraire là. Pourquoi le théâtre? Si vous savez, tout commence en 2005. Lorsque j'étais au lycée de Soie, j'avais écrit une première pièce théâtrale en langue allemande. Parce que le titre était Die Kürbisflasche der Mit-Ehefrauen, qui m'avait d'ailleurs valu un prix. J'avais été lauréat. Mais dommage que les choses ne s'étaient pas bien passées, vu qu'il y avait un billet d'avion en jeu. Et bon, je n'ai pas pu avoir ce billet d'avion, pas parce qu'il n'y avait pas le talent, mais pour d'autres raisons que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu accepter. Parce que vous savez que l'échec n'est pas facile à accepter. Ça, c'est vrai. Oui, mais ce qui est là, ce qui est plus important, c'est de l'admettre et de s'appuyer sur l'échec pour aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qui a été fait. Et ici, j'ai préféré écrire une pièce de théâtre à la place d'un livre purement de sciences politiques. Déjà, vous savez que la science est universelle. Que ce soit une pièce de théâtre ou que ce soit un livre de sociologie ou d'histoire, c'est toujours la science. Et vous savez, formuler à cause de la pierre philosophale sous l'aspect ou bien sous la figure d'un livre purement de sciences politiques, ça aurait un peu entaché l'image que je voulais projeter. Parce que vous savez qu'un livre de sciences politiques est beaucoup plus compliqué. Il y a des concepts de sciences politiques qu'on doit mobiliser et qui sont inaccessibles au grand public. Oui. Et pourtant, vous voulez parler au grand public. Tout à fait, c'est la cible, effectivement. Ici, on parle d'immigration clandestine de façon globale. Oui, tout à fait, parce que la croqueuse de la pierre philosophale, c'est justement une invitation à un voyage à travers différents mondes, différents temps. C'est une pièce de théâtre qui fait la sociologie de l'immigration clandestine en Afrique. Donc, elle parle là de la tragédie que vivent les migrants nord-africains et subsahariens durant leur traversée du désert, du Sahara et de la mer Méditerranée pour pouvoir réaliser leurs rêves européens, canadiens et américains. Un sujet assez sérieux quand même. Tout à fait. Pourquoi avoir pris la figure de la pierre philosophale? Pourquoi cette image-là? Oui, vous savez, la pierre philosophale est originellement ici, lorsqu'on se réfère un peu à la métallurgie alchimique, c'est une substance qui est capable de transformer les métaux lourds en or. Surtout le métal en or qui confère l'immortalité à celui qui la consomme. C'est également une substance qui guérit, qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Et dans la pièce théâtrale, la pierre philosophale est entendue comme la métaphore qui conduit à la quête de la sécurité financière et la stabilité économique recherchée par les migrants. La recherche du Graal, finalement, réussir à traverser et à s'installer en Europe. Tout à fait. Alors, La croqueuse de la pierre philosophale, c'est un livre, une pièce de théâtre, avec en première de couverture une photo qui pourrait être considérée comme assez provocatrice. Photo de première de couverture, un diamant mordu. Non, là c'est plutôt la pierre philosophale, parce que la pierre philosophale, dans sa forme originelle, est présentée comme une pierre rouge. Oui. Oui, c'est justement cette pierre rouge qui est mordue par une divinité. Parce qu'il faut le comprendre ici, que la croqueuse de la pierre philosophale se présente sous une double figure. Une figure divine qui renvoie à la divinité et l'autre qui renvoie à une figure humaine. Déjà, qu'il faut noter qu'il s'agit là de la déesse Mat. C'est en fait elle, la croqueuse de la pierre philosophale, qui s'est réincarnée dans
c'est dans le personnage qu'on appelle ici la croqueuse de la pierre philosophale. Parce que vous savez, dans la mythologie égyptienne, la déesse Mat, c'était cette divinité égyptienne-là qui assurait la justice, l'ordre et l'harmonie cosmique. Et dans la pièce, sous sa peau humaine, c'est une femme très belle, une femme androïde, qui se soucie de la défense et de la protection des droits des migrants. Il faut dire que les personnages, vous venez tout à l'heure de présenter d'abord la croqueuse de la pierre philosophale. À côté, il y a d'autres personnages quand même qui marquent dans cette pièce de théâtre. Y avait-il un message quasiment indispensable à passer à travers? On peut voir notamment le lion sankariste. On connaît toute l'histoire autour de Sankara. On pouvait voir à l'intérieur Mami Wata. On connaît le mythe autour des Mami Wata. On voit également à l'intérieur toujours le Léviathan rouge, les passeurs. Bon, au-delà de tout, les veuves joyeuses de la Covid-19, il y a toujours une charge symbolique autour de chaque personnage. Je disais tout à l'heure que ça pouvait faire l'objet d'une pièce de théâtre. Du moins, chaque personnage peut faire l'objet d'une pièce de théâtre. Oui, vous savez, qu'un auteur comme moi, lorsqu'il a une vision, pour la théâtraliser, vu qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, il faut créer des personnages qui ont ici un nom et une histoire. Oui. Et déjà, s'il faut prendre un personnage comme l'a cité comme Mami Wata, vous savez ici qu'elle incarne la divinité aquatique africaine. Et elle symbolise la puissance, la pureté et la recherche désespérée de la pierre philosophale de la part des migrants. Et il faut également noter ici, surtout, qu'elle est dans une posture de la coalition des divinités africaines et grecques dans la lutte contre l'immigration clandestine. Et le message à faire passer à travers ces deux personnages-là, c'est que aujourd'hui, le combat contre l'immigration clandestine doit plus seulement s'arrêter sur des conceptions politiques. On peut également convoquer nos croyances. On peut faire un retour aux sources, en trouvant nos mythes, à nos divinités africaines, pour pouvoir contraindre les migrants à soit renoncer à leur voyage sans fin, à renoncer à ce suicide collectif en direct en Méditerranée. Parce qu'il faut le noter que la plupart de ces migrants qui vont jouer un jeu dangereux, soit ils jouent pour mourir, soit ils jouent pour gagner. Il n'y a pas une autre alternative à ce niveau. Et déjà, parce que moi, j'ai les larmes aux yeux, c'est une pièce de théâtre qui me rend morose. Surtout, vous savez, qu'elle s'appuie principalement sur le thème l'immigration clandestine, en évoquant d'autres sous-thèmes, comme la Covid-19, le paludisme et la quête de la pierre philosophale. Ce rêve qui est vendu aux migrants, qui sont ici à la poursuite des rêves fantômes, d'une richesse fantôme en Europe, au Canada et aux États-Unis. Il faut dire qu'à l'intérieur, on voit bien qu'il y a un engagement clair de l'auteur que vous êtes, dramaturge pour le cas du théâtre en ce moment. Il était question de convoquer, au-delà d'une très belle histoire, mais quand même des plaidoyers autour du paludisme, qui est une maladie qui continue à tuer. C'est vrai, aujourd'hui on parle d'un vaccin qui est arrivé, mais le paludisme est toujours un mal assez profond dans notre contexte au Cameroun. Vous savez, au-delà de toutes les conceptions politiques qui vont tourner autour des politiques sanitaires liées au paludisme, nous savons très bien que le paludisme reste un business pour les firmes multinationales qui fabriquent ces produits, qui fabriquent ces médicaments anti-paludiques là en Afrique. Mais quand même, nous n'allons pas rester dans une logique fatidique. Surtout lorsque j'ai évoqué le paludisme, ici, il n'était pas question de parler de la malaria en Afrique. C'était de montrer que la malaria fait partie des risques encourus par les migrants durant leur traversée, durant leur grand voyage du Sahara et de la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Et aussi, ça va dans le même contexte lorsque j'ai abordé l'aspect de la Covid-19. Que ces mêmes migrants qui sont frappés par le paludisme le sont également par la Covid-19. À côté de ça, il y a toute une vie autour de la traversée, les enfants qui naissent en cours de chemin, des rencontres, des chocs de culture.
des personnes qui sont esclavagisées, attrapées dans des zones, notamment celles libyennes. C'est toute une vie, c'est tout un parcours quand même. Tout à fait. Et surtout que dans la pièce, vous voyez, tout commence au continent 237. Oui, naturellement au niveau du fleuve Sanaga, au pont des Bebda, par l'invocation du serpent mythologique des peuples Kan et Beti, nommé Ngarmedza, qui fit traverser la Sanaga au peuple Beti au XVIIIe siècle, pour pouvoir fuir l'oppresseur venu de la Damaroua, Ousmane Danfodieu, un chef religieux musulman qui voulait imposer au peuple animiste l'islam. J'ai théâtralisé cet aspect-là pour amener les Africains, parce que ce n'est pas qu'une affaire du Cameroun, ce n'est pas qu'une affaire du gouvernement camerounais, c'est une affaire de tous les gouvernements africains. Sur la nouvelle perspective, nous devons convoquer aujourd'hui notre culture, nos croyances purement africaines, pour pouvoir contraindre nos jeunes Africains, nos jeunes frères à ne pas aller mourir, bon, je dirais bêtement. Mais même comme ce voyage-là, très très risqué et aussi à visée stratégique. Que maintenant, lorsque nous avons vu le serpent mythologique Ngarmedza invoqué ici par Koulou Bekan, qui est un ancêtre, le gardien de la marmite philosophale, tel que c'est évoqué là dans le livre. Oui. Pourquoi est-ce Ngarmedza est donc invoqué? Parce que dans la pièce, on lui donne une mission humanitaire en mer Méditerranée. Il n'est pas question de faire que les migrants traversent la Méditerranée pour les côtes italiennes ou espagnoles, non. Il est question là d'aller les sauver du Léviathan rouge, qui incarne ici des groupuscules racistes et anti-migrants. Et ce Léviathan rouge, tel qu'on va le voir tout au cours de la pièce de théâtre, il agit au nom de l'immigration choisie et non plus de l'immigration subie. Ce concept qui a été mobilisé par l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Donc, oui, c'est une instrumentalisation de ce concept-là qui pousse ce Léviathan rouge à détruire les embarcations clandestines des migrants ainsi que les différents zodiacs. Il a fallu certainement beaucoup de recherches et beaucoup de culture pour mettre toutes ces histoires dans une seule pièce de théâtre, parce qu'à l'intérieur, vous avez parlé du mythe de la traversée avec le serpent Ngarmedza, vous avez parlé à l'intérieur de la pierre philosophale, là on est dans la mythologie égyptienne, on est parti également dans le Mami Wata, c'est une autre mythologie. Tout cela mis ensemble, cela vous a pris combien de temps pour réaliser un ouvrage comme celui-ci, qui pour nous n'est pas qu'une simple pièce de théâtre. Peut-être même à l'intérieur on voit un peu d'essai, un mélange de genres en quelque sorte. Tout à fait. C'est vrai que ça m'a pris pratiquement 2 ans pour pouvoir rédiger et finaliser cette pièce de théâtre. Parce que vous voyez que j'ai dû mobiliser, étant donné qu'il est question là de faire la sociologie de l'immigration clandestine en Afrique, j'ai dû mobiliser les outils de la sociologie. Entre autres, j'ai dû faire des enquêtes de terrain, j'ai dû faire des interviews, j'ai même mis en œuvre l'observation participative. J'ai suivi un peu ces migrants, un peu leur parcours, pour pouvoir écrire quelque chose d'authentique. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que j'ai pensé qu'il est mieux d'écrire une pièce de théâtre, vu que déjà, avec votre permission, je lance là un appel à contribution déjà pour pouvoir représenter cette pièce de théâtre. Je ne sais pas si vous avez prévu mettre en scène cette pièce de théâtre. À la longue, cela sera réalisable. Est-ce que vous avez déjà approché des metteurs en scène, des personnes à même de vous aider dans cette initiative-là? Oui, c'est vrai que j'ai commencé de manière individuelle parce que le projet de mise en scène de cette pièce de théâtre est déjà finalisé.
Donc, je vais juste essayer de rencontrer les différents partenaires financiers qui pourront m'accompagner dans cette perspective. Et surtout que ça, c'est la lutte contre l'immigration clandestine n'est pas que la lutte de l'auteur. C'est une lutte collective, une lutte commune qui exige les efforts des uns et des autres. D'accord. Docteur André Olivier Ndunda, en tout cas, merci d'être passé à la radio, nous présenter votre ouvrage. On espère que pour la suite des événements, vous serez accompagné. Et peut-être qu'on aura sur les planches la croqueuse de la pierre philosophale, la représenter. Pour la suite, vous allez passer la nuit avec Eboy Lamé, Mikado déjà installé. Bonsoir Eboy Lamé.